Le FSB affirme avoir déjoué un attentat visant un haut gradé russe en Crimée, une opération attribuée au service secret ukrainien. Et comme si cela ne suffisait pas pour les attaques terroristes, Kiev vient de franchir une ligne rouge que même ses alliés n'osent pas défendre. Des attaques contre des navires civils en mer Noire, des frappes filmées, revendiquées, publiées fièrement, avant que l'Ukraine ne comprenne trop tard qu'elle avait fait une grosse bêtise. Et résultat, la Turquie condamne, Erdogan s'énerve et Poutine menace pour la première fois de couper l'Ukraine de la mer, c'est-à-dire prendre Odessa, Nikolaïev et tout le littoral. Une option que Moscou n'avait jamais évoquée publiquement jusqu'à présent. Les services secrets devenus incontrôlables, des attaques illégales en mer Noire et la perspective dramatique d'une Ukraine privée d'accès maritime. Je vous explique tout sur Penser le Monde. Le FSB, les services de renseignement russes, déjoue un projet d'attentat fomenté par les services secrets ukrainiens en Crimée. Sur cet attentat déjoué en Crimée, la cible était un haut gradé de l'armée russe. Derrière ce projet, c'était un agent des services secrets ukrainiens, un personnage trouble qui sème la terreur bien au-delà des frontières russes. Écoutez l'affaire. Quand le front s'effondre et que le rêve d'une victoire éclatante sur la Russie part en fumée, Kiev reprend son arme préférée, celle du terrorisme. Cette fois, il ne s'agit pas seulement d'un attentat déjoué, mais d'un nom, d'un visage, d'une méthode. Voici l'histoire de Rustem Fakriev, agent du renseignement ukrainien. Il se trouve à l'étranger. Mais sa main, elle, a opéré en Crimée. Il y a recruté un complice pour une mission, assassiner un haut gradé de l'armée russe. Suivant les instructions du GUR, un citoyen ukrainien recruté par les services spéciaux devait faire exploser le militaire russe dans son véhicule personnel à l'aide d'un engin explosif qui lui avait été remis. L'individu recruté par Fakriev n'a pas eu le temps de poser sa bombe. Il a résisté et a été neutralisé. Sur place, téléphone de liaison avec le commanditaire, composant explosif. Un autre complice a été interpellé. Il s'agit d'un proche de Fakriev. Chez lui, de la documentation, de la propagande, des preuves en cascade. Et probablement plusieurs années de prison à venir. Mais ce n'est pas tout. L'objectif de Fakriev n'était pas seulement de tuer un militaire. Son agent avait une consigne claire, faire un maximum de victimes. Lors de la préparation des attentats, Fakriev a donné à son agent l'instruction d'ajouter des éléments de frappe supplémentaires aux engins explosifs improvisés afin d'augmenter le nombre de victimes. Ici, ce militaire était monté dans la voiture avec sa femme, avec son enfant. Pas de problème pour Fakriev, bien au contraire. Même s'il monte en voiture avec sa femme ou son enfant, tu me fais signe. À en juger par les enregistrements, cet homme ne suit pas seulement une idéologie, il est dévoré par une soif de sang. À un moment, il discute avec son agent et lui propose de tuer quelqu'un. Au hasard, juste pour briser le nuit. Ici, nous tuons enfin quelqu'un, ce général. Oui, j'ai compris. À t'écouter, c'est tout simple, tout facile. Bien. C'est ça. Tu parles, en général. Ce qui frappe le plus, ce n'est même plus la violence, c'est la manière dont il en parle. Une brutalité décomplexée, mécanique, presque froide. Femme, enfant, vieillard, Fakriev ne distingue personne. Pour lui, une cible est une cible. Écoutez ses instructions à son agent concernant une autre opération. Je vais t'envoyer une adresse, je vais t'écrire et t'envoyer une photo. Pareil, tu frappes, ils ouvrent. Dans la soirée, vers 20h, d'accord ? Dès qu'ils ouvrent, tu leur enfonces un couteau dans la gorge, d'accord ? Mais la vraie question maintenant, qui est Rustem Fakriev ? D'abord, c'est un homme à double nationalité, russe et ukrainienne. Après le retour de la Crimée en Russie, il avait même déposé une demande de citoyenneté russe. Puis, il a viré du côté des nationalistes ukrainiens. Sans complexe, il portait un tatouage nationaliste qu'il a fini par recouvrir. Ses proches, restés en Crimée, eux, sont citoyens russes. L'un d'eux a été même opéré du cœur par des médecins russes en janvier 2025, aux frais de l'État. Un acte qui lui a littéralement sauvé la vie. Et la réponse de Fakriev ? Préparer des attentats contre des Russes, civils comme militaires. Mais l'histoire ne s'arrête pas aux frontières de la Russie. Dans un échange intercepté par le FSB, il raconte ses déplacements en Afghanistan et aussi au Liban. Frérot, j'étais en mission à l'étranger. J'ai quitté l'aéroport il y a 4 ou 5 heures. Je suis crevé, j'étais au Liban. C'était aussi une mission dans ta direction ? Oui, ces 3 dernières semaines, j'étais en Afghanistan, tu comprends ? Je suis parti, j'ai accompli ma mission et je suis revenu. Mais enfin, que vient faire un agent ukrainien dans des zones où Kiev n'a ni influence ni dossier stratégique ?
à moins qu'ils n'agissent pour quelqu'un d'autre. Et là, tout c'est clair. Ce ne serait pas la première fois. Le Mali et le Niger ont déjà accusé publiquement l'Ukraine de soutenir des groupes terroristes dans la région, allant jusqu'à rompre les relations diplomatiques. Voici donc le visage réel et concret des services ukrainiens. Un mélange de terrorisme, de violence aveugle et de missions sales pour des alliés qui, eux, préfèrent rester dans l'ombre. En plus de ça, l'Ukraine montre à quel point elle est une nation terroriste en attaquant des navires civils. L'Ukraine a franchi une ligne rouge parce qu'on parle maintenant de piraterie. Et ce choix pourrait lui coûter Odessa. Le 28 novembre 2025, 2 tankers en route vers Novorossiysk ont été frappés par des drones navals ukrainiens près des côtes turques en mer Noire. Voici la Turquie ici et voici la mer Noire. C'est juste pour que vous ayez une idée d'où ça se trouve. Turquie, au-dessus de la Syrie, Turquie, mer Noire. Voilà. Et donc, voici juste l'Ukraine là, à ce niveau, quand vous voyez Odessa. C'est là. Le 2 décembre 2025, donc il y a quelques jours, c'est un autre navire, le Midvolga 2, qui a été visé par un drone kamikaze ukrainien. Pour Vladimir Poutine, ce sont des actes de piraterie pure et simple. Il a prévenu, si ces attaques continuent, la Russie pourrait couper l'Ukraine de la mer, c'est-à-dire prendre toute la côte jusqu'à Odessa. On remet la carte pour que vous ayez toujours l'idée. Donc récupérer toute la côte-ci. Bon, Sébastopol, c'est déjà la Russie qui gère. Donc toute cette zone-ci, jusqu'à Odessa et même jusqu'ici. Voilà. Parce que jusque-là, c'est toujours l'Ukraine. Si cela continue, nous envisagerons la possibilité, je ne dis pas que nous le ferons, mais nous envisagerons la possibilité de prendre des mesures de riposte à l'encontre des navires des pays qui aident l'Ukraine à mener ces actes de piraterie. Le moyen le plus radical est de couper l'Ukraine de la mer. Il serait alors impossible de se livrer à la piraterie. Il y a eu plusieurs réactions sur les réseaux sociaux par rapport à ça. Là, on montre les photos du pétrolier Virat, désormais star involontaire des mers, qui circule après son double passage sous les drones ukrainiens. Miraculeusement, la coque tient encore debout et le navire est remorqué vers les côtes turques, probablement en se demandant ce qu'il avait bien pu faire pour mériter une pareille mésaventure. Le SBU, très fier de son exploit, a d'ailleurs publié lui-même les images pour revendiquer la paternité de l'opération. À ce stade, ce n'est même plus de la guerre navale. C'est de la piraterie en open bar version Kiev, avec drones télécommandés à la place des tricornes et des perroquets. La scène rappelle étrangement les heures les moins glorieuses de l'Allemagne impériale durant la première guerre tribale, lorsque Berlin, en manque d'options, a fini par adopter la stratégie du désespoir, tout torpiller et espérer que quelqu'un applaudisse. On sait comment cela s'est terminé, pas franchement par un discours de victoire sur le balcon du Kaiser. En parallèle, inutile de les souligner, ils s'imposent d'eux-mêmes. Kiev trace son propre chemin. Voici les zones qui ont été touchées. Ah là là, effectivement, il n'a pas coulé par miracle, hein. La coque était très solide. Donc voici les vidéos qui ont fuité. Les forces ukrainiennes ont attaqué 2 pétroliers russes de la flotte fantôme entre guillemets en mer Noire, à quelques kilomètres de la Turquie. J'ai été très fier de publier ça, de montrer ça. Alors qu'on n'est pas en train de parler de navires de guerre. Waouh! Ça a laissé une bonne traînée de déchets. Voilà ça, hein, le pétrole qui brûle. Donc là, c'est la position exacte où ça s'est passé. Très proche de la Turquie, vraiment. Et là aussi, ok, les résultats du terrorisme ukrainien. L'Ukraine, en plein naufrage militaire, politique, économique, judiciaire et social, semble vouloir se replier dans ce qu'elle sait faire le mieux. Le terrorisme intercontinental. C'est comme ça que vendredi, des drones ukrainiens partant de la baie d'Odessa ont attaqué au large des côtes turques 2 pétroliers battant pavillon gambien. Tout ça encore, c'est un pays africain qui est même brutalement touché. Le pétrolier Virat et Cairo sont soupçonnés
par les ukro-atlantistes de faire partie de la flotte fantôme russe, c'est-à-dire des navires commerciaux étrangers utilisés pour contourner le blocus économique frappant la Russie. Les navires ont été attaqués à environ 35 miles nautiques du côté turc. Les 20 membres de l'équipage du Virat et les 25 membres de l'équipage du Karyos ont tous été secourus par les bateaux de sauvetage turcs ainsi qu'un pétrolier russe. Le pétrolier russe s'appelle le Vasily Polenov, qui naviguait dans le secteur de la mer Noire. Ces attaques ukrainiennes contre des navires étrangers au large d'un pays de l'OTAN devraient normalement déclencher une cascade de condamnations internationales jusqu'à l'exclusion de l'Ukraine de l'Organisation maritime internationale. Et je suis tout à fait d'accord avec. Normalement, c'est ce qui devrait se passer. Normalement. À noter que cette attaque n'a pas pu être réalisée sans la participation active des ressources de renseignement de l'OTAN qui ont fourni aux terroristes ukrainiens la géolocalisation et le guidage de drones jusqu'aux pétroliers gambiens. Lorsque la Crimée échappe en 2014 aux griffes de l'OTAN, les ukro-atlantistes ont reporté leurs ambitions sur la baie d'Odessa, à partir de laquelle sont menées toutes les attaques maritimes par procuration contre la Russie et ses activités économiques en mer Noire. Voilà pourquoi la libération d'Odessa, qui fait partie de la Novorossia par la Russie, est vitale pour sa sécurité et celle de ses partenaires en mer Noire. Maintenant, là, on a une image du Virat qui est remorqué, qui est tiré par un autre bateau jusqu'au large de la Turquie, jusqu'aux côtes turques. Donc, malgré les dommages importants, le navire sous pavillon gambien est resté à flot quand même. Donc, il continue de naviguer et actuellement, il devrait déjà être arrivé au port depuis un bon moment même. À partir de ces extraits, vous comprenez la sévérité des propos de Poutine. On parle de 2 pétroliers attaqués, le Karyos et le Virat, bateaux considérés par les Occidentaux comme faisant partie de la flotte fantôme russe. Le 28 novembre, ils se trouvaient dans la zone économique exclusive, la ZEE, de la Turquie, donc la zone économique exclusive de la Turquie, lorsqu'ils ont été frappés par les drones ukrainiens. Résultat, incendie imminent, risque de catastrophe écologique et le lendemain, il y a une deuxième attaque sur le Virat. Le Karyos, lui, a brûlé pendant 2 jours avant que les gars aient enfin pu maîtriser le feu. Après ces 2 navires-là, le 28 novembre, le 2 décembre, l'Ukraine attaque encore le Mid-Volga 2, un navire transportant l'huile de tournesol vers la Géorgie. C'était à 129 km des côtes turques toujours. Dès le 30 novembre déjà, il y a Ankara qui a exprimé publiquement son inquiétude. Le porte-parole du ministère turc des Affaires étrangères a écrit sur X: ces incidents dans notre zone économique exclusive créent de sérieux risques pour la navigation, la vie humaine, les biens et l'environnement. Même si la Turquie n'a pas directement désigné l'auteur de ce désordre, de ce chaos, tous les médias internationaux montrent clairement que l'Ukraine revendique ces attaques. Ce sont les services ukrainiens qui ont publié les vidéos eux-mêmes. Ils ont publié les vidéos des frappes, fièrement relayées par Associated Press et d'autres agences. Les médias tentent de justifier l'injustifiable. C'est toujours comme ça qu'ils font. Certains médias occidentaux expliquent que ces attaques servent à empêcher la Russie de vendre son pétrole pour financer la guerre. Nom de code, Baby C, le bébé des mers. Sur ces images des renseignements ukrainiens, un drone aquatique file à vive allure avant de percuter un pétrolier suspecté de faire partie de la flotte fantôme russe. Un deuxième navire est pris pour cible. Kiev a revendiqué l'attaque. Voici le type d'engin utilisé par l'Ukraine. Piloté à distance, un drone difficilement repérable, rasant les flots à 60 km/h. Chargés de 300 kg d'explosifs, ils sont capables de couler des bateaux de guerre. Il y a quelques mois, nous avions rencontré l'un de ces pilotes. On est invisible pour l'ennemi. Quand ils nous voient, c'est souvent déjà trop tard pour eux. Ce que je fais est un vrai problème pour Moscou et c'est de la plus haute importance pour l'Ukraine. Dans le viseur de ces drones des mers ukrainiens, la flotte fantôme russe. Ces navires sont utilisés pour contourner l'embargo sur le pétrole imposé à Moscou. Ça leur permet à faire du commerce. En fait, ça permet de vendre à 2 acteurs importants qui sont la Chine et l'Inde, plutôt des gros raffineurs. Ces bateaux sont aussi soupçonnés de sabotage, comme en 2024 avec ces câbles sous-marins sectionnés en mer Baltique, ou encore de servir de rampe de lancement aux drones russes qui ont survolé le Danemark en septembre dernier. Sauf que juridiquement, ça ne tient pas la route. Il faut très bien comprendre et il faut qu'on le rappelle. Les sanctions occidentales contre la Russie sont unilatérales. Ça veut dire que c'est illégal, ça n'a aucune valeur. L'Occident qui pour sanctionner un pays, même si ces sanctions avaient été approuvées par l'ONU, il faudrait arraisonner les navires, garantir les droits de procédure aux équipages et surtout ne pas les attaquer
C'est ce qui devait se passer. Or, ici, aucun cadre légal, juste des frappes directes contre les navires civils. Ce ne sont pas des navires militaires que l'on a vus. Ces actions révèlent clairement du terrorisme et ça constitue un crime de guerre. Vous voyez pourquoi est-ce que l'Ukraine n'est pas son premier essai? Erdogan a publiquement réagi le 2 décembre après l'attaque du Midvolga 2. Recep Tayyip Erdogan a déclaré, je cite, « Les attaques contre les navires commerciaux dans la mer Noire sont inacceptables. Elles menacent la sécurité, l'environnement, la vie humaine dans notre zone économique exclusive. » Il rajoute que le conflit russo-ukrainien atteint désormais un niveau qui met directement en danger la sécurité maritime de la région. L'Ukraine commence à paniquer, mais c'est trop tard. Au début, Kiev se vantait d'être derrière l'attaque. Mais dès le 1er décembre, tout a changé, non? La marine ukrainienne dément sa participation, l'armée rejette la faute sur les services secrets, et chacun comme ça essaie maintenant de se dédouaner. Pourquoi ce soudain recul? Parce que Kiev a compris trop tard que la Turquie pouvait réagir autrement que par de simples déclarations, que contrairement à ce qu'ils pensent, dans l'OTAN, il n'y a pas que ses amis, parce que là où un Macron aurait tout pardonné, la Turquie non, la Hongrie non. Mais surtout, l'Ukraine a compris que ces deux attaques donnent à Moscou un prétexte légal et politique pour frapper encore plus fort. Lors d'une conférence de presse au Kremlin, Poutine prévient, on a écouté tout à l'heure, les forces ukrainiennes ont franchi les limites de la piraterie. Nous étendrons nos attaques contre les ports et les navires entrant dans les ports ukrainiens. Si cela continue, nous pourrions prendre des mesures contre les navires des pays qui soutiennent l'Ukraine. La mesure la plus radicale serait de couper complètement l'Ukraine de la mer. Traduction, prendre Odessa, Nikolaïv et tout le littoral. Et pour la première fois, Odessa sera réellement en danger. Depuis des mois, il y a plein d'analystes militaires russes qui réclamaient déjà cette option pour pouvoir stopper les attaques contre les civils, les navires civils. Mais jamais Poutine n'avait mentionné cette possibilité publiquement. Vous vous rappelez, à maintes reprises, on a dit tel machin a capturé un navire fantôme russe, tel autre truc a capturé un navire fantôme russe, tel type menace le navire fantôme russe et j'en passe. Et à chaque fois, le Kremlin ne réagissait pas par rapport à ça. Le truc, c'est que maintenant, le Kremlin a réagi. L'Ukraine se trouve donc face à un choix très simple. Stopper immédiatement ses frappes contre les navires civils ou risquer de perdre définitivement Odessa et Nikolaïv avec toutes les ouvertures maritimes que ça donne. Voilà. Donc, comme d'habitude, c'est à l'Ukraine de choisir son destin et on verra si elle choisit de s'enfoncer dans le désordre ou alors de peut-être faire les choses correctement pour une fois. C'est ce que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'attends vos avis, vos analyses et on se retrouve une prochaine fois.